Des solutions qu'on devait remplacer au Stade de France. J'ai emmagasiné une expérience folle parce que sincèrement, c'est pas des choses que tu apprends à l'école. C'est vraiment des choses que tu apprends sur le terrain. Tu déploies les meilleures solutions au monde. Tant que ces solutions-là, comme je te le disais tout à l'heure, n'ont pas changé leur manière d'adresser le risque, tu as toujours un coup de retard. Tout le monde veut ce deal-là. Donc si on fait la même chose, on n'aura pas ce deal-là. On connaît vos problèmes. On sait qui va vous poser des problèmes. Voilà comment les adresser. On n'est pas là pour protéger la Coupe du Monde, on est là pour vous protéger avant, pendant et après. Sur la Coupe du Monde au Qatar, exceptionnel. Franchement exceptionnel. Je ne leur rendrai pas honneur en disant que c'est du 5 étoiles. C'était du 7 étoiles. Avec un budget proche d'être illimité, hein, tu t'en doutes, 8 stades flambant neufs. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient encore des trous dans la raquette sur la partie OT. Voilà, on peut créer des millions de malware inconnus qui vont pas être vus par l'antivirus, par ce qu'on appelle un EDR ou un firewall. Donc, c'est déjà à l'intérieur de l'organisation, par un chemin d'attaque qui est souvent le plus simple, c'est l'email. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Néologisme. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'affectionne beaucoup, les hommes de l'ombre qui travaillent dans des temps très courts pour des événements éphémères mais inoubliables. Imaginez un stade avec 80 000 personnes, un concert ou un match de foot, une finale de Coupe du Monde. Des gens derrière travaillent pour qu'en fait les problèmes réels soient totalement invisibles. Et en même temps, ils travaillent aussi pour que des problèmes invisibles, qui peuvent avoir des conséquences réelles, ne soient pas impactés. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Karim Benslimane. Karim, bienvenue, qui a plus de 20 ans d'expérience dans le monde événementiel. Stade de France, le Singapour Sport Hub, Dubaï. Il va nous raconter son parcours, il va nous raconter tous les problèmes qu'il a dû gérer et comment rendre ces moments magiques. Karim, j'aimerais commencer par le début, explique-moi comment tout ça a débuté. On va commencer, je vais d'abord te remercier Naoufal pour cette invitation et l'opportunité de partager un petit peu mon parcours et mon retour d'expérience. J'ai eu l'immense privilège de commencer ma jeune carrière au Stade de France à l'aube de 98, donc le 28 janvier pour être précis, match d'inauguration, grâce à une personne qui nous a quittés et à qui je dois rendre hommage, qui s'appelait Ahmed Dialad. J'étais à la fac à l'époque. Grâce à lui, on a mis un premier pas dans cette magie pour, avant la phase de Coupe du Monde, travailler à recruter des agents de sécurité, des hôtes, des hôtesses. C'est super. Pour faire partie de cette magie. J'ai commencé le 28 janvier. J'y suis parti quasiment 16 ans après. Donc j'ai commencé ma jeune carrière, comme je te le disais, avec ce premier privilège de pouvoir rentrer dans ce lieu unique par la petite porte et pouvoir après en sortir par la grande. Et ça s'est fait sur un timing parfait. On est en début 98. Les années 99-2000, on est sur une phase de numérisation et de digitalisation complète où tout va commencer à s'informatiser. Et j'arrive pile poil à ce moment-là quand on a les vagues de start-up et où devant moi, j'ai la grande chance d'avoir des patrons, des directeurs, des DG, des RH qui me font vite confiance. Ils me donnent la balle et on me dit à toi de jouer, essaye de prouver ta valeur, ce qui se fait de manière un petit peu plus compliquée aujourd'hui. Donc on part, comme je te le disais, d'une feuille blanche. Il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas d'internet, comme tu peux l'imaginer. Tout était géré dans un stade de manière analogique. Et de là, on part sur un grand délire numérique avec des projets pharaoniques. Donc j'ai eu la chance de gérer la Coupe du Monde en 98. C'est super. C'est un moment magique, hein. Inoubliable. Ouais. Moment magique d'y être, d'être payé pour le faire. Voilà, magique. Derrière, il y a un vrai métier qui s'est créé. Opérateur de stade, ça n'existait quasiment pas. Donc, il y avait beaucoup de stades existants qui faisaient du foot ou du concert, mais créer une entité pour opérer des stades de la manière dont on a fait le Stade de France, on a créé un business, on a créé un métier avec des collèges. Et comme je te le disais, une direction extraordinaire. Donc j'ai fait ça grosso modo
Ton scope of work sur le Stade de France, c'était sécurité et IT. Hein. Alors, c'était pur IT au début. Comme je te le disais, si je fais un petit jump back, on a commencé à l'IT avec vraiment du corporate, de l'IT de bureau. Comme je te disais, email, Internet. Il a fallu commencer à sécuriser tout ça. Quelques années après, on a eu la révolution numérique. Donc, tout ce qui était analogique s'est retrouvé sur IP. Ok. Donc, des techniciens qui géraient de l'analogie, des équipes de FM, ce qu'on a dit, Facility Management, qui se sont retrouvés à devoir gérer des solutions qui étaient informatiques, se sont vite retrouvés dépassés parce que c'est des techniciens, ce n'étaient pas des informaticiens. Donc, au fil des life cycles des solutions qu'on devait remplacer au Stade de France, dès qu'on remplaçait une solution, je te disais des exemples, quand on remplaçait le contrôle d'accès ou les écrans géants, ça passait tout de suite sur un réseau IP. Et où là, un lot technique est devenu un lot informatique. Donc, c'était les équipes informatiques dont je faisais partie qui devaient gérer ces projets et gérer aussi, bien entendu, la routine et le service derrière. Donc, voilà, on est parti d'une feuille blanche, beaucoup d'IT corporate, énormément d'IT lot technique, et où là, avec toutes les variantes derrière, du contrôle d'accès, de la vidéoprotection, et tu te doutes bien... tous les services qui vont autour. Tous les services qui Donc vont là, autour. tu passes quinzaine d'années, c'est ça, au Stade de France? Plus de 15 ans. Plus de 15 ans, ouais. Plus de 15 ans au Stade de France, avec le portfolio qui s'est élargi. On avait deux administrateurs donc, qui étaient Bouygues et Vinci, donc deux très grosses familles, où Vinci est parti sur... comme je te le disais, vu qu'on avait créé un business, sont partis sur une optique de business development, de se dire on sait construire des stades, on l'a prouvé avec le Stade de France qui a été construit en commun avec Bouygues. C'était une première, deux compétiteurs qui construisent le même stade, le même projet. C'était un challenge sur papier, sur le terrain, ça s'est magnifiquement bien passé. Vinci a tourné un petit peu l'approche business en disant on a créé un métier, est-ce qu'on pourrait pas construire des stades et les opérer derrière. Donc, ce qu'on appelle PPP, projet public-privé, avec derrière cette notion, vu qu'on avait l'expertise et l'expérience, d'opérer les stades qui étaient construits par Vinci. Donc, comme je te le disais, le portfolio d'un stade, il est passé rapidement à 5. Donc, on avait dans notre giron le Stade de France, le Stade de Bordeaux, le nouveau Stade de Bordeaux, le nouveau Stade de Nice, le nouveau Stade de Mans. Et on a récupéré, avant la Coupe du Monde de rugby en 2015 en Angleterre, le Elizabeth Stadium, qui était aussi de notre giron. Donc le scope de gestion de projet et de gestion du quotidien de l'informatique, voilà, on le faisait sur 5 stades. Et après cette période-là où j'ai emmagasiné une expérience folle, parce que sincèrement, ce n'est pas des choses que tu apprends à l'école, c'est vraiment des choses que tu apprends sur le terrain. J'ai eu le privilège de partir à Singapour. Et pourquoi pareil, le stade a été construit par une filiale de Bouygues. Donc, projet énormissime, donc plus grand complexe sportif au monde dans le cadre de ce PPP-là. Trop beau, trop gros. Beaucoup de technologie, avec une volonté, comme c'est souvent, de vraiment faire travailler les expertises locales. Mais la difficulté, c'est que ce n'est pas des choses que tu apprends sur un banc d'école. Il faut vraiment une expertise métier. 10 ans d'expérience, c'est 10 ans. Voilà, c'est ça. Et la problématique qu'ils ont eue, c'est qu'ils ont livré le stade à temps, mais quand ils ont allumé énormément de problèmes en face de roading, surtout sur la partie technique et technologique. Donc j'ai été appelé pour les aider fin 2015, juste après les attentats. Donc j'avais encore l'euro à préparer. Mon ancien DG, qui était un directeur de Bouygues et qui a construit ce stade-là, qui s'appelle Philippe Collin de Lavaux, m'a offert l'opportunité de les rejoindre pour vraiment optimiser les choses. Et c'est ce que j'ai fait un petit peu moins d'une dizaine d'années à Singapour avant de me relocaliser sur Dubaï. D'accord, grand voyageur. Donc en fait, tu aimes les grands problèmes parce que travailler dans un environnement événementiel, en fait, c'est... Tu remets ta réputation et ta vie en fait 2 fois par semaine, 5 fois par mois. Donc tu vas dans le plus grand stade. Allez, c'est reparti, là, from scratch, on met les choses. Et après à Dubaï. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'aujourd'hui, tu es VP Field CISO chez Darktrace. Comment tu fais pour passer de... je gérais tout ce qui était IT, sécurité dans différents environnements stades, à arriver à cette partie-là? Très, très simple. Comme tu l'as dit, énormément de challenges. Je ne les cherchais pas forcément.
J'aime bien, en fait, la chance que j'ai eue dans mon carrière, c'est que j'ai toujours eu des lundis différents. Je me suis jamais ennuyé. Donc, j'avais pas la boule au ventre comme beaucoup. Hein. Malheureusement, le dimanche soir, lundi arrive, j'ai un petit peu la flemme d'aller au bureau, j'y vais entraînant les pieds. Moi, c'était tout le contraire. Parce que je savais que j'allais faire des choses différentes toutes les semaines. Et je travaillais avec des gens qui étaient bien plus que des collègues. Dans ces milieux-là, c'est une famille. Comme tu le dis, quand tu es amené à gérer des problèmes, quand tu gères de l'humain, tu sais que tu auras des problèmes. Quand tu gères de la technique, tu sais que tu auras des problèmes, des pannes. Si tu n'es pas proche de tes collègues et qu'il n'y a pas une cohésion d'équipe, même si tu es le meilleur, ça ne marchera jamais. Ça ne peut pas marcher. Ouais. Ça ne peut pas marcher. Donc c'est pour ça que je te disais en off, il faut savoir aussi s'entourer des meilleurs. Et la grande chance que j'ai eue, c'est que j'ai travaillé avec des gens extraordinaires et où j'ai une faculté, une facilité à créer le contact relationnel. Voilà, le pouvoir du sourire, ça t'ouvre beaucoup de portes et ça règle beaucoup de problèmes. Donc sur ce pan-là, je suis arrivé à Singapour. Projet extraordinaire, site extraordinaire. De l'extérieur, donc beaucoup de cosmétiques. De l'intérieur, voilà, c'était très 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 compliqué au quotidien. Donc on délivrait les events, mais vraiment vraiment un gap technologique entre ce qu'on aurait dû faire en 2012 et 2015 avec ce qui a été livré. Énormément de problèmes, non-respect de best practices et autres. Donc voilà, je te passe les détails. Et comment du coup je suis passé, pour répondre à ta question, du côté Darktrace, j'ai été client de cette société-là qui a changé le game en 2013. Voilà, ils n'ont pas fait de l'IA dans la phase de buzz il y a 2 ans. Ils ont inventé l'IA dans l'approche de cybersécurité. J'ai été client de cette boîte-là. J'ai déployé cette solution et cette IA pour régler une grande partie de mes problèmes, puisque un point qui est important, c'est que gérer les stades et la partie opérationnelle en 98 ou en 2010, ça n'avait plus rien à voir avec gérer un stade de la partie opérationnelle. C'était quoi les grandes différences ? La grande différence, c'est qu'au début, tu t'assurais d'avoir de la résilience. Donc, tu t'assurais que tes systèmes aient un failover, la haute disponibilité achat hein, pour les anglophones. Et tu réduisais le risque en se disant si mon système tombe, mon système à droite va récupérer et je réduis le risque. Le risque zéro n'existe pas, mais à minima, tu assures une continuité de service. Début 2015-2016, les gens ont commencé à comprendre que la cybersécurité, c'était pas un film hollywoodien, c'était des vrais sujets réel, ouais. Et qu'on pouvait faire des choses dramatiques. Ce qu'ont compris les créateurs de Darktrace en 2012 déjà. Donc, ils avaient déjà de la marge là-dessus. Et la problématique de ça, c'est que tu pars avec une notion de résilience en disant tant que mes systèmes ils marchent et que j'ai pas de panne hardware ou de panne de virtualiseur ou d'hyperviseur, je vais délivrer le service avec maintenant un risque qui est potentiellement à l'extérieur ou à l'intérieur et qui est là pour te poutrer, pour poutrer tes systèmes, poutrer tes événements. Donc, le meilleur exemple, c'est bien entendu tout ce qui est ransomware. Et de là, on est obligé de changer de paradigme. En se disant, on maîtrise nos inventaires, on maîtrise nos systèmes, on a des experts techniques et des experts informaticiens qui sont capables de restaurer les systèmes en un laps de temps très court. Par contre, personne n'avait anticipé le fait que des personnes mal intentionnées allaient un petit peu mettre leur nez et essayer de mettre le bazar là-dedans. Surtout ces grands événements, en fait, ça attire aussi ces hackers. Ça leur permet d'avoir une tribune. C'est vu par tout le monde. C'est ça. Donc, s'ils arrivent à faire quelque chose, déjà, ça concentre 80 000 personnes au même endroit, enfin 60 000. Puis ça te permet d'avoir une tribune publicitaire qui est énorme. Avant d'attaquer cette partie-là, comme tu as pas mal voyagé, les différences, en fait, tu vois, de travail d'un point de vue culturel, entre comment tu travaillais au Stade de France et Singapour, c'est les mêmes manières de travailler ? C'est les mêmes manières sur l'aspect théorique, mais sur la partie complètement différente. C'est une très très bonne question et je vais te dire pourquoi. Donc sur la notion de risque, on a eu, comme je le disais en préambule, il y a eu les attentats en 2015. Le Stade de France et les équipes très préparées. Avant même les attentats, des années avant, on était très proche des forces d'intervention, voilà, JGN, RAID,
BRI. Il y a eu énormément d'exercices qui ont été faits. Plan rouge, où c'était la première fois où les groupes d'intervention travaillaient en commun là-dessus. Donc sur la partie théorique et la mise en pratique, elle était complètement différente par rapport à ce que j'ai pu voir à Singapour. Singapour, niveau théorique, ils étaient très matures. La problématique que j'ai décelée, c'est qu'ils ont confondu, entre guillemets, risque physique et risque cyber. Pourquoi ? Juste parce que le pays est tellement bien géré, comme Dubaï, c'est propre, le niveau de civisme est à son paroxysme. Puis ils gèrent tout au millimètre là-bas. Tout est géré au millimètre. Pour ça, ouais. Il ne peut rien arriver. Sur le papier, il ne peut rien arriver. Et c'est là où j'ai vu une vraie différence de gestion en se disant sur la partie cyber, même si on va en parler plus tard, c'est qu'ils se sont beaucoup dit il ne se passera rien chez nous, il ne peut rien se passer parce que tout le monde respecte les règles. Oui, mais sauf que dans cette cyber warfare, le problème, c'est que les attaquants ils sont souvent à l'étranger et que pour attaquer un stade ou un événement, il n'y a pas besoin d'être dans le pays. Et c'était ça le plus gros challenge pour moi. Il y a eu un vrai, ce que tu dis est très vrai. Il y a 3 biais cognitifs qui ne sont pas pris en compte dans certains pays par rapport à la cyber. C'est que déjà, c'est invisible. Donc si ça ne se voit pas, ça n'existe pas. De 2, comme tu l'as dit, l'approche culturelle. Dire que, ok, j'ai un contrôle sur mon pays et mes infrastructures, il m'arrive rien de grave. Tu prends Dubaï ou Singapour, c'est même combat. Okay. Bon, si j'ai un arrachage de sac ou un cambriolage, tu vois, ça va être the big things à l'année. Mais en fait, c'est attaqué, comme tu l'as dit, culturellement par des gens qui sont à l'étranger, qui eux, en fait, c'est vraiment la jungle. C'est Guantanamo, la manière dont ils opèrent. C'est vrai qu'il y a eu une grosse période d'adaptation à cette partie cyber en la prenant vraiment à sa juste valeur. Alors qu'il y a des vrais impacts. Hein. J'ai lu une étude là, en préparant l'épisode avec toi, en 2024. Je parle juste des malwares pour le grand public. 6,5 milliards de malwares qui ont été détectés. Si on dit qu'un malware, c'est un pickpocket, c'est comme si chaque Français avait été attaqué 100 fois par un pickpocket. C'est des chiffres qui donnent le tournis. Ouais, mais c'est totalement dingue. Et c'est vrai que les gens, en fait, comme ça se voit pas, l'impact, on ne le mesure pas. C'est ça. C'est vrai, c'est exactement ça. Et quand tu prends le parallèle entre le malware et sur la partie quand tu as un risque register, comment tu te prémunis de ce risque-là, sachant que les mauvais garçons, outre cyber, que ce soit une attaque physique ou cyber, les mauvais garçons vont toujours avoir un coup d'avance sur toi. Et c'est là où est le challenge. Parce que quand tu es client final, Karim, comment tu opères ça ? Alors, tu acceptes de jouer avec un coup de retard. Tu sais que tu es en défense. Tu es contraint. Pourquoi ? Parce que technologiquement et en termes opérationnels, tu n'as pas le choix. Tu déploies les meilleures solutions au monde. Tant que ces solutions-là, comme je te le disais tout à l'heure, n'ont pas changé leur manière d'adresser le risque, tu as toujours un coup de retard. Alors, quelle stratégie tu appliques quant à ça ? Là, le gros avantage, la stratégie que moi j'ai appliquée et qui m'a permis de dormir plus sereinement le soir, c'est déployer une IA qui va faire le boulot et qui ne va pas se concentrer sur quel type d'attaque l'attaquant va essayer de mettre en place. Elle va se concentrer sur quoi là ? Elle va se concentrer sur ton cœur de business et sur le comportement de l'ensemble de ton organisation, que ce soit un ordinateur, que ce soit une personne, que ce soit un échange d'emails. C'est ce qu'on appelle du non supervisé. Elle n'a pas besoin d'être nourrie, elle n'a pas besoin d'être connectée à Internet. Elle va prendre d'elle-même en disant « Je sais parfaitement quels sont les différents personas de Naoufal. On sait comment tu travailles le lundi, on sait comment tu travailles le vendredi, qui peuvent être différents. Et ce n'est pas parce que tu changes de comportement que c'est anormal. C'est anormal dans l'aspect comportemental, mais cette anormalité n'est pas forcément un risque pour ta société. D'accord. Et c'est là le challenge, parce que développer ce genre de choses alors que ça n'existait pas en 2013 et arriver avec ce concept sans créer une vague de faux positifs, parce que si à chaque fois que tu changes de comportement, j'envoie une alerte, tu te doutes bien que les personnes et les opérationnels vont plus donner de crédit à cette solution. Oui, parce que tu vas être noyé dans les alertes fatigue, et in fine, tu vas plus traiter les choses. Donc, c'est une combinaison entre gérer ton registre de risque, le risque register, en essayant d'établir tous les risques que tu connais
Bien entendu, il y a des risques, comme tu disais, il y a des risques que tu ne connais pas et qui vont arriver parce qu'il y a des attaquants qui sont beaucoup plus intelligents que nous. Et combiner ça avec une approche proactive, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des temps de réaction qui sont extrêmement courts. On parle de quelques secondes, ce qui est au-delà de toutes les capacités humaines. Tu as une IA derrière qui est capable de comprendre, de faire l'investigation et prendre une réponse chirurgicale pour attaquer l'attaque. Voilà. Dans le plus long des cas, c'est du 2-3 secondes avant même que tu reçoives l'alerte. Elle est déjà traitée. Elle est déjà traitée, investiguée et tu as le rapport. Donc c'est cette expérience-là qui t'a fait basculer de l'autre côté en te disant bon, c'est cool de gérer en fait les choses, mais je vais passer du côté vendeur en fait, du côté provider. Il y a une petite notion différente. Ça se passe en plein Covid. Il y a le Covid. Les sites que je gérais sont réquisitionnés par l'État pour faire des hôpitaux de campagne. Donc on savait que de toute façon, l'aspect événementiel dans tous les pays, c'était une bulle. Donc on n'avait pas la capacité d'organiser des événements. À ça, on a accueilli notre premier enfant. J'ai jamais goûté au remote de ma vie. Je suis à la maison, je fais du remote. Et là, j'ai un flash. Après 20 ans dans l'événementiel, je me dis... C'est peut-être ça qui me va bien, voilà, être un petit peu plus proche de la famille, parce que tu te doutes bien, en événementiel, tu n'as pas trop de week-end. Tu peux te réveiller le soir quand il y a des soucis. Et j'étais très proche de Darktrace en tant que client, donc je n'avais pas une relation client-fournisseur. Je ne les ai jamais traités comme un prestataire et ils ne m'ont jamais traité comme un client. Donc vraiment une relation familiale. Et quand je leur ai dit que voilà, j'avais l'envie de changer, je les avais beaucoup aidés en tant qu'ambassadeur. Et quand je leur ai dit que j'avais envie de changer, ils m'ont tout de suite tendu la perche en me disant est-ce que ça te dirait de nous rejoindre? Ce que j'ai accepté en une seconde parce que voilà, j'étais fan de la solution. Ça a sauvé ma IT life et ma vie cyber et mes nuits à de nombreuses reprises. Donc voilà, je suis ravi de travailler pour Darktrace qui est en toute humilité le top en cybersécurité. C'est top parce que tu connais la solution, tu as une expérience qui est quand même formidable. Personnellement, tu es quelqu'un de très généreux dans ton échange et la transmission, donc ce qui fait qu'en fait, je suis convaincu, je ne t'ai pas vu à l'œuvre professionnellement, mais je suis sûr que tu n'es pas là pour vendre, tu es juste là pour expliquer ton retour d'expérience et ça fait acheter parce qu'en fait, les vrais problèmes, tu les connais. C'est exactement ça. D'ailleurs, ça t'a permis aussi de participer à un autre événement majeur qui a été il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne parle pas de la finale de la Champions League, mais plus un peu avant, la Coupe du Monde au Qatar. Coupe du Monde au Qatar, si je peux faire un retour sur la finale de la Champions League, vu que tu me tends la perche, si j'avais eu en charge la finale de Champions League, mon âme de supporter marseillais aurait peut-être éteint les systèmes. Je ne suis pas étonné de la mauvaise foi des Marseillais. C'est sûr. Pas du tout. C'est sûr. Revenons sur la Coupe du Monde au Qatar. Exceptionnel. Franchement exceptionnel. De la partie préparation, organisation, à ce qu'ils ont livré. Voilà, c'est un bel événement. Je ne pourrais même pas catégoriser ça. Je ne leur rendrais pas honneur en disant que c'est du 5 étoiles. C'était du 7 étoiles. Mes premiers contacts avec le Suprême Comité, avec l'État. 6 mois, 6-8 mois avant la Coupe du Monde. En fait, comment ça s'est passé? Ils ont géré la FIFA Arab Cup en 2021. Ils se sont rendus compte qu'avec la panoplie de systèmes qu'ils ont déployés, avec un budget proche d'être illimité, tu t'en doutes, 8 stades flambant neufs, ils se sont rendus compte qu'ils avaient encore des trous dans la raquette sur la partie OT, donc Operational Technology. Donc ils nous ont sollicité au travers d'un partenaire qu'on a dans le pays. Et j'étais en vacances ce jour-là, je reçois un coup de fil d'un de mes collègues de Dubaï avant que je vienne à Dubaï. Et il me dit, on a une opportunité sur la Coupe du Monde, on a 2 jours pour répondre, on a besoin de toi et de ton expertise. Donc je lui ai gentiment dit, 2 jours on ne va pas faire, parce que si on répond 2 jours, on va faire une réponse de vendeur générique, on va envoyer un PowerPoint. Tous les concurrents, tous les prestataires de services, oui, ils font ça. Ouais. Ils font ça, ils vont raconter un petit peu, excuse-moi l'expression, la même salade. Tout le monde veut ce deal-là. Donc si on fait la même chose, on n'aura pas ce deal-là. Il me dit, qu'est-ce que tu proposes? Je lui dis, on va gagner du temps. On va faire une approche très cousue, haute couture.
en leur expliquant, avant d'avoir parlé aux clients, on connaît vos problèmes, on sait qui va vous causer des problèmes, voilà comment les adresser. On n'est pas là pour protéger la Coupe du Monde, on est là pour vous protéger avant, pendant et après. Donc on a fait une... Et c'était pas notre nature au niveau entreprise de faire ce genre de choses. Donc on a créé avec un collègue la présentation from scratch. On a respecté juste la charte graphique, je te dirais. On l'envoie au prestataire. On reçoit un coup de fil quelques jours après en disant le prospect, le client serait ravi d'avoir un call avec vous parce que vous avez tout compris. Donc voilà un petit peu comment on a commencé ce parcours grandiose sur la Coupe du Monde. Et donc on a déployé en un laps de temps très très court. On finalise grosso modo l'aspect contractuel fin mars-avril. Fin novembre, c'est déjà le tournoi. Donc on déploie quasiment tout. 8 stades, des centaines de milliers de devices et d'outils. Énormissime. Pour ceux qui ont participé, voilà. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'était super contraignant. Voilà, une pression hors norme. Tu le sais, pression hors norme, il faut qu'on déploie. Ils vont arriver sur un chemin critique où quelques mois avant la livraison, l'ouverture du tournoi et de la Coupe du Monde, aucun changement n'est toléré. Donc nous, on a une fenêtre de tir très très courte où on doit déployer, tester, former les équipes avant d'arriver sur ce chemin critique où plus rien ne peut changer dans le stade. Donc on fait ça aux petits oignons très 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 rapidement. Et sur le pont, pour finir là-dessus, c'est là où on voit, comme tu le disais tout à l'heure, l'engouement qu'il y a eu au travers de la Coupe du Monde. L'engouement dans le bon sens et dans le mauvais sens, avec cette phase de bashing qui était un petit peu du n'importe quoi, mais surtout sur l'aspect cybercriminalité, où là ils ont essayé de s'en donner à cœur joie, et je te donnerai les détails tout à l'heure. D'accord, très intéressant comme phénomène. Tu sais, on dit souvent, la hantise d'un décideur, c'est de prendre des décisions juste sur des informations fausses. Comment vous faites pour traiter quand vous avez des outils, tu vois, qui sont en apprentissage, donner les bonnes informations, tu sais, pour prendre la bonne décision? Comment vous l'abordez? Alors nous, sur l'IA qu'on utilise, c'est de la magie. Hein. Voilà, c'est de la magie, c'est du Harry Potter. Je ne dis pas c'est de la magie sur l'aspect marketing, c'est vraiment de la magie. Pourquoi? Parce qu'on a été fondé par le mariage et l'alliance des deux meilleurs mondes. Le monde scientifique et théorique et le monde pratique. Donc fin 2012, le gouvernement anglais reçoit des menaces. C'est pendant les Jeux Olympiques de 2012. Ils se rendent compte avant tout le monde que la cyber va devenir une catastrophe dans les années à venir. Et que s'ils continuent à suivre le chemin de « il faut que je mette à jour » à l'image d'un antivirus, pour être protégé, il faut que ton antivirus soit à jour. Pour que ton antivirus soit à jour, il faut que tes bases de signatures heuristiques soient à jour. Et pour que tes bases de signatures soient à jour, il faut des premières victimes. Tant que tu n'as pas de première victime, malheureusement, tu n'as pas de mise à jour. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu as toujours un train de retard avec les attaquants qui innovent de manière exponentielle. Tu bloques une attaque, ils ont créé 1000 attaques. Tu m'avais fait une analogie sur le puissance 4. Ouais, bah sur l'aspect algorithme du puissance 4. Donc quand Darktrace crée cet algorithme et cette intelligence artificielle en combinant le monde scientifique et le monde des experts de la sécurité, hein, donc contre-terrorisme anglais, MI5 sont nos créateurs. Donc voilà, ils connaissent exactement ce qu'il y a un risque, ils savent comment on gère une crise, mais ils n'ont pas d'outils technologiques pour les appuyer sur leurs décisions. Donc ils s'allient avec l'université de Cambridge, qui avait créé justement cet algorithme prédictif. Et comment on s'assure que la réponse est toujours la bonne à donner? C'est qu'à partir du moment où il y a un signal faible, à partir du moment où il y a un octet qui est abnormal sur un trafic, ça va réveiller l'appétit de l'IA. À partir de ce petit octet-là, l'IA va faire du prédictif en continu et va se dire, après ce que tu as fait là, je sais que c'est abnormal, qu'est-ce que tu peux faire derrière? Et sur toutes les combinaisons possibles que tu vas avoir, s'il y en a une ou deux ou trois ou X qui sont potentiellement dangereuses pour la compagnie, que ce soit de la compliance ou du vrai risque cyber, elle va prépositionner ses réponses. Ça ne s'est pas passé encore. On ne sait pas ce que tu vas faire dans un jour,
10 jours, une semaine, mais l'IA, elle est déjà prête pour prendre une réponse chirurgicale et pour apporter la bonne réponse. Et l'analogie, pour revenir à puissance stat, c'est un petit peu de... Tu as deux types de joueurs. Tu as des joueurs qui jouent pour gagner et tu as des joueurs qui jouent pour que tu ne gagnes pas. Donc, type les supporters marseillais. Type les supporters marseillais avec des origines algériennes, je te dirais. Voilà, tu vois un petit peu le personnage. Donc, à partir du moment où tu vas mettre un jeton, l'IA va s'assurer que derrière, tu n'en aligneras jamais 4. Donc, 4 te bloques en un coup ou en 10 coups, tu ne gagneras pas. Et pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose qui est fondamentale dans la cyber, il n'y a pas de match nul. Si l'attaquant ne peut pas gagner type match nul, c'est la défense qui gagne. Et c'est là où justement ce type d'IA non supervisé donne ses pleines capacités parce qu'on fait une combinaison entre la détection en temps réel et du prédictif. Tu sais, j'aime beaucoup cette analogie. Parce que tu vois, quand tu joues un jeu où tu as un attaquant et un défenseur, tu te dis, en fait, il y a un gagnant et il y a un perdant. En fait, pas du tout. Ben là, pas du tout. Là, c'est la défense qui gagne. En fait. Exact. Là, c'est la défense qui gagne. C'est la défense qui gagne parce que, comme je te le disais, c'est un changement de paradigme. On est vraiment sorti du jeu du chat et de la souris en se disant il faut absolument qu'on puisse comprendre les comportements des attaquants pour essayer de les anticiper. Et comme tu le disais tout à l'heure avec ton exemple sur les malwares, ça va tellement vite et surtout maintenant c'est powered by AI. Voilà, on peut créer des millions de malware inconnus qui vont pas être vus par l'antivirus, par ce qu'on appelle un EDR ou un firewall. Donc c'est déjà à l'intérieur de l'organisation, par un chemin d'attaque qui est souvent le plus simple, c'est l'email. Un email basique avec... En parlant de chemin d'attaque, ça me fait penser à quelques années. J'ai eu le privilège de côtoyer certaines forces spéciales et d'autres départements en France et à l'étranger. J'ai participé à un exercice qui m'avait fait vachement rire pour un client dont je tairai le nom parce qu'il s'est tapé une honte internationale. Et en fait, c'était le RSSI, donc le responsable plus sur la partie cyber. Nous, on traitait de la partie sécurité physique, l'accès, ainsi de suite. C'était un OIV. Et il dit, non mais nous, de toute façon, c'est impénétrable. Et donc, la personne qui était là, qui était, elle, là pour faire vraiment du test d'intrusion. Donc, pas un testing. Red teaming, quoi. Exactement. Full red teaming. Mais avec une particularité aussi en physique. Il dit, d'accord, ok, parfait, vous nous autorisez à faire les choses. Il dit, ouais, il n'y a pas de souci. C'est une forteresse. L'exercice a duré 15 minutes, Karim. On est sorti. Donc, moi, j'étais là en observateur parce que ça m'intéressait. On sort. Je vois le mec repartir. Il va voir la personne de l'accueil. Excusez-moi, j'ai oublié mon téléphone dans la salle de réunion. Vous pouvez me rouvrir, s'il vous plaît? Et là, je vois la fille de l'accueil lui ouvrir. Moi, je pensais qu'il avait vraiment oublié son téléphone. Pas du tout. Il s'est baladé pendant 2-3 heures dans les bureaux. Il a fait tout ce qu'il voulait. Puis après, ils nous ont fait le rendu. Le rapport, du coup. Ils lui ont dit, ouais, c'est vachement bien ce que vous avez mis pour protéger votre forteresse. Mais en fait, c'est le human factor. Toujours. Vachement plus facile de rentrer. Toujours. Comment vous le prenez en considération? Parce qu'à partir de ce jour-là, quand on m'a expliqué ça, je l'ai toujours en tête. Tu vois, le côté, ok, il y a la sécurité physique, il y a la sécurité virtuelle. Notre job à nous tous, c'est de prendre l'ensemble de la data, tout, Exactement. Et de la livrer à quelqu'un. Exactement. Comment vous le prenez, vous, de votre côté? Nous, c'est très simple. C'est comme je te le disais, jour 0, quand on a créé cette IA, on n'est pas arrivé sur une approche périmétrale. Parce qu'on sait très bien que de toute façon, tu vas te faire brécher. Tu ne vas pas te faire brécher parce que tu es mauvais. Tu vas te faire brécher parce que... Donc, ça fait partie du concept. Ça de fait base, partie tu intègres que... Tu vas te faire brécher, exactement. Okay. Que ce soit de la sécurité ou sûreté physique ou de la cyber, tu pars du principe que tu vas te faire brécher. Comme de la boxe. Comme de la boxe, voilà, exactement comme de la boxe. J'ai beau garder ma garde, il y a un crochet qui va passer à un moment. Qu'est-ce qu'on fait si ce crochet passe pas? Donc, c'est pour ça que l'approche périmétrale qu'on a fait et qui est nécessaire à déployer des firewalls à tous les niveaux, tu es obligé de le faire, mais ça ne te garantit pas que tu vas pas te faire brécher. Et nous, on est parti du risque en se disant, le risque, sur le vocabulaire, la définition, le risque, il vient plus de l'extérieur. Le risque, il vient de partout. Il peut venir d'un attaquant, il peut venir d'un employé, il peut venir d'un prestataire qui n'a pas de mauvaise volonté, mais malheureusement qui a une hygiène informatique très pauvre. Tu arrives dans une organisation avec ton PC, tu es un consultant, tu te connectes au guest Wi-Fi, qu'on le veuille ou non,
t'es à l'intérieur. T'es à l'intérieur. Donc nous, dans cette optique-là, on se dit le risque, il vient de partout, sans focaliser sur l'intérieur et l'extérieur. Et on a cette capacité justement de détecter que ce que va faire la personne qui est déjà à l'intérieur du périmètre est malsain et risqué pour l'organisation. Donc si je peux utiliser une analogie, la complexité dans un monde événementiel dans le stade, c'est que pour gérer l'événement et pour monter ton setup, tu es forcé d'accueillir des armées de sous-traitants avec leur propre matériel. Une semaine avant, 15 jours avant, 2 mois avant, 10 mois avant. Parce qu'en fait, elles sont physiquement accréditées. Volatilité extrême. Exactement. Ça veut dire que physiquement, même si tu fais du background screening et que tu checkes, ils sont porteurs d'accréditation. Par contre, tu ne peux pas gérer leur PC parce que c'est en dehors de ton parc. Et ces personnes-là ont besoin d'avoir une interactivité avec tes assets. Donc, c'est des personnes qui vont gérer les écrans géants, qui vont gérer d'autres choses. Donc, techniquement, ils sont à l'intérieur de ton site. Ça crée plus de failles. Exactement. Et la problématique de ça, c'est que tu as mis des murs, tu as mis des caméras sur l'extérieur, mais le risque, il est potentiellement déjà en interne. Et il est silencieux. Il y a eu des attaques entre guillemets dramatiques sur les Jeux Olympiques d'hiver, où les personnes ont bréché les systèmes. Donc, c'est des groupes très avancés, sponsorisés par des États derrière. C'est toujours très dur de faire l'attribution. C'est pour ça que je n'aurais pas l'amateur à dire c'est tel pays ou autre. Ils sont restés très silencieux dans les systèmes. Ils ont tout découvert. Ils se sont rendus compte que tout était géré comme beaucoup avec des DNS. Faire une translation entre une IP et un nom. Ils disaient, bon, on sait que tout est géré sur le DNS, on va rester très silencieux. Et le jour de la cérémonie d'ouverture, ils ont récupéré le pouvoir d'être DNS. Donc tout le trafic et les requêtes informatiques qui devaient être translatés de la gauche vers la droite, vers le bon serveur, que ce soit un serveur de vidéosurveillance ou autre, ils étaient envoyés dans le vide. Donc tout s'est écroulé. Donc la vidéo, le contrôle d'accès, tout s'est écroulé. Ils ont fait les forensics. Quand ils ont fait le deep dive forensic, c'est tombé il y a quelques années. C'est quoi un deep dive forensic ? Forensic, en fait, quand tu as un incident, rapidement, quand tu as un incident et que tu es en gestion de crise, il faut que tu gères 3 choses en même temps. 1, il faut que tu comprennes ce qui s'est passé. 2, la priorité business, surtout dans l'événementiel. Je te laisse imaginer si tu as des écrans noirs sur 15 milliards de télé pendant une finale de Coupe du Monde. Les répercussions sur l'image du pays, sur les pénalités financières avec les sponsors derrière. Donc, tu as 3 choses à faire. Il faut que tu puisses comprendre rapidement ce qui s'est passé pour que tu puisses restaurer... protéger ton principal business, enfin les priorités. Tes priorités, restaurer ton business pour assurer une continuité de service. Et 3, faire ta mitigation et ton hardening pour que ça ne se reproduise plus jamais. La problématique de ça, c'est que tu es en mode fire-pompier, tu as un incendie, et il faut que tu fasses ces 3 choses en même temps. C'est une vraie guerre du temps qui s'opère là. Bien sûr, c'est une guerre du temps, parce que là, un match de foot, une finale de Coupe du Monde, c'est 90 minutes. Si tu perds tes services pendant 5 minutes et que tu n'as pas de broadcast pendant 5 minutes, imagine... tu ne peux pas les récupérer. C'est fini. Tu ne peux pas dire pause, ça ne marche pas. Après, ça dépend les pays, mais si tu es en France, tu gères une finale et que tu dis à 80 000 spectateurs, on ne peut pas assurer le show, revenez la semaine prochaine, tu te doutes bien comment ça va se répercuter sur la voirie. Ouais, non, voilà, tu vas avoir un combat de boxe de 80 000 personnes contre les autorités. Tu sais comment ça va se passer, c'est pas à toi que je vais apprendre ça. Donc du coup, il faut que tu fasses ça en gestion de crise sans effacer les preuves. Parce que tu as ton système, tu as ton IHM. Ah oui, effectivement. Tu as ton IHM qui gère ta vidéosurveillance, par exemple. Tu as un IHM qui gère ta vidéosurveillance. Ton IHM, il est targeté par un ransomware. Tu commences à voir qu'il ne fournit plus le service parce que les fichiers sont en train d'être cryptés. Donc, tu as tes flux TV, tu as tes flux CCTV et vidéosurveillance qui sont en train de tomber les uns après les autres. Tu ne peux pas gérer l'événement sans vidéosurveillance. Donc, si tu restaures le système, tu es obligé de le faire pour assurer la continuité de service, mais que tu ne fais pas d'hardening. Si le ransomware il est toujours dans ton réseau, tu vas restaurer le système. Une minute après, ça va réapparaître. Ça va retomber. Et la problématique de ça, c'est que comme tu traites et que tu deals avec des organismes d'État, avec des organisateurs d'événements type FIFA, UEFA, tu vas devoir rendre des comptes.
Donc, tu vas être obligé de lancer un audit, faire un forensic derrière pour t'assurer et expliquer ce qui s'est passé. Et la problématique de ça, c'est que tu restaures ton système, mais en restaurant ton système, tu as effacé les preuves. Je comprends bien la complexité, ouais. Tu vois la complexité de la chose ? Ouais. Tu dois restaurer ton système. Pour restaurer ton système, tu dois t'assurer de comprendre pour plus que ça se reproduise. Ouais, tu es vraiment obligé de penser en fait sur les deux temps, présent et futur, mais aussi passé, quoi. Enfin, en mode crise. En mode crise. En mode crise. Et c'est pour ça que j'ai vu de mes yeux, j'ai vu des mecs excellents techniquement perdre leurs moyens parce que l'aspect émotionnel était trop fort. Ah oui, la partie pression, ouais. Voilà, des mecs qui n'arrivaient plus à taper sur le clavier parce qu'on était en mode gestion de crise. Tu peux nous raconter une ou deux anecdotes là sur de l'incident cyber ou... l'incident cyber. Ouais, de l'incident cyber, il y en a. Parce que les gens ne réalisent pas à quel point en fait, ça peut être impactant. Une autre étude que j'avais lue, c'est qu'en fait, sur toutes les attaques cyber qu'on a eues en France l'année dernière, le coût moyen, c'était 4,4 millions d'euros. C'est énorme. C'est énorme parce que c'est énorme parce que la problématique, comme je le disais, c'est que tu vas être obligé de réinvestir. On te dit souvent, tu vois, on va pas reprêcher ça, mais le curatif est toujours plus cher que le préventif. Donc il y a des personnes sur l'aspect risque, ils n'ont pas pris cette notion encore à cœur et ils se disent si je peux économiser quelques centaines de milliers d'euros ou quelques millions d'euros. Voilà, c'est moins maintenant quand même, tu le vois moins. C'est moins maintenant parce qu'il y a eu malheureusement énormément d'attaques. On l'a vu sur les années précédentes. Quand un hôpital se fait attaquer et que les systèmes informatiques sont down, malheureusement, on a perdu l'habitude de savoir travailler sur le papier. Donc, sans ces systèmes-là, sans les scanners ou autres, on peut plus traiter l'urgence. Donc, sur la cyber, par rapport à la Coupe du Monde, j'ai quelques anecdotes, mais pour te dire comment c'est monté crescendo, nous on arrive, donc on déploie juin, on fait notre phase de déploiement et de handover. On arrive fin octobre, début novembre, avec des soucis géopolitiques, avec ce qui se passe, avec les mouvements contestataires et sociaux en Iran. Et où là, on a un petit peu les Robins des Bois du web qui, pour de bonnes et de mauvaises raisons, les Anonymous, qui commencent à annoncer sur la toile que tant que l'équipe iranienne restera sur le tournoi, faudra s'attendre à les rencontrer sur le terrain. Comme je disais, c'est souvent des bonnes raisons derrière. Maintenant, la méthode, c'est toujours de la disruption. Donc, les activistes comme ça, ils sont connus pour faire des vagues massives d'attaques DDoS. Donc, attaque DDoS, c'est quoi pour les non-puristes? C'est envoyer tellement de requêtes toutes les millisecondes que le serveur en face n'a pas la capacité d'y répondre et il va tout de suite se mettre en carafe. Donc, on arrive fin octobre, début novembre. On voit déjà que dans le pays, que ce soit directement lié à la Coupe du Monde ou indirectement lié juste parce que c'est une entité qatari, il y a de grosses vagues d'attaques DDoS. FIFA est targeté directement sur son ticketing. J'avais dans l'idée d'être un petit peu sur le terrain avec mes équipes. Mes équipes étaient là-bas 24 heures sur 24, mais moi sur le terrain un petit peu avant mes équipes pour l'ouverture, la demi-finale et la finale. Pas parce que c'est le plus flamboyant, mais parce qu'en termes de risque, c'est ce que vont targeter des personnes mal intentionnées. Donc quand je vois 2-3 semaines avant l'ouverture, la cérémonie d'ouverture, que ça tape beaucoup à l'extérieur et que ça cible beaucoup, voilà, je suis contraint d'appeler ma femme, lui dire gère la famille, je vais rester 1 mois et demi, c'est pas prévu, mais je vais rester 1 mois et demi dans le pays. Donc énormément d'attaques. On en a une où, pour te dire vraiment l'intelligence des Qataris et des services de renseignement derrière, sans donner trop de détails, ils savent qu'ils vont être targetés, ils savent qu'il y a des risques de sabotage. Donc il y a des gens qui sont accrédités, qui sont déjà dans le pays, qui vont venir dans le pays. Comment je gère la chose sans divulguer qu'ils sont au courant qu'il peut se passer quelque chose. Donc ils broadcastent et ils partagent à tout le monde un petit courrier, une notification en disant que chaque credential, chaque compte et password qui est fourni pour gérer, quel que soit le scope, l'événement est personnel. Et s'il y a une mauvaise utilisation de ce couple de login mot de passe
par un tiers ou autre, le détenteur est pénalement responsable. Responsable, ouais. Donc ça a été très très intelligent. Pourquoi? Parce que quand ils ont broadcasté ça à tout le monde a signé. Déjà, tu calmes les ardeurs. Tout le monde a signé, sauf les 2-3 qui étaient déjà sous les moniteurs. Donc ils ont, comme ils l'ont diffusé à tout le monde, ça n'a pas levé le doute sur les 2-3, puisque tout le monde avait ce genre de notification. Là, ce qui a été très très intelligent, c'est que ça a confirmé leur suspicion. Donc accès qui ont été révoqués. Et sur un match, on détecte un petit malin qui est connecté sur le Wi-Fi d'un stade. Donc généralement, quand tu es en tribune et que tu te connectes sur le Wi-Fi qui est mis à disposition dans le stade, c'est pour partager ton expérience. Bah là, ce petit malin, il est connecté sur le Wi-Fi du stade et il essaye de faire un petit peu de reconnaissance sur la partie OT. D'accord, ok. Donc ça, nous, on le détecte en temps réel. Et j'ai mon client qui est là, il me dit qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis ce qu'on fait déjà, nous, son trafic, on l'a bloqué. Mais on va demander aux équipes réseau qui sont derrière et aux équipes de Cisco qui est avec nous. Montrez-lui qu'on a des gens qui sont derrière et qui ont vu. Qu'est-ce qu'on fait? Faites-lui un ban de tous les réseaux qui comprennent tout de suite qu'on a vu. C'est bon, on a détecté. On a détecté, qui comprennent. Mais dans certains cas, par rapport tu vois, à cet exemple-là, tu as d'autres stratèges qui, eux, vont être ok, j'ai identifié qu'est-ce qu'ils voulaient attaquer, je vais le laisser, mais par contre, je vais créer un couloir pour le laisser aller au bout, pour éviter, tu sais, qu'il n'attaque autre chose ou qu'il crée une deuxième stratégie. Ça, c'est toujours risqué. Ça rejoint le concept du honeypot en disant je vais créer des vulnérabilités qui sont fausses, connues, pour faire perdre du temps aux attaquants. Et c'est vraiment, les attaquants, ils réfléchissent aujourd'hui comme une micro-entreprise, c'est un pur business. Le temps, c'est aussi de l'argent pour eux. Exact, ouais. Donc, ils doivent se dire, en termes de conversion, combien j'ai fait d'attaques et combien j'en convertis derrière. Voilà. Là, il y a l'IA qui les aide beaucoup. C'est pour ça que ça devient de plus en plus dur à gérer. Mais sur ce que tu dis, c'est toujours risqué de laisser une fenêtre de tir sur un aspect opérationnel, surtout dans un stade. Pourquoi? Parce que la personne, elle est là. N'oublie pas que tu as un laps de temps de très court, de 90 minutes. C'est vrai, ouais. Donc, t'es pas sur un temps infini. Voilà, si tu lui laisses la moindre opportunité de rentrer, quel que soit le segment, et tu peux prédire les choses en termes humains, mais il peut changer son fusil d'épaule. Même lui, en fait, 90 minutes plus tard, il va partir à une autre cible. Tu vas plus l'intéresser. Voilà. Donc forcément, tu as multiplayer, multi-risque et multi-temporalité. C'est exactement ça. Ça rejoint ce que tu disais sur ta gestion de crise et ton aspect sécurité physique et sûreté. Tu as des patrouilles sentinelles. La personne a décidé de targeter et de faire malheureusement un attentat là. Il a fait sa recon déjà. Il est venu il y a une semaine, il a vu, il a tout cartographié dans sa tête. Il arrive, le jour J, il y a un élément qui va le faire changer. Il y a une patrouille qui est là, qui n'était pas là les semaines auparavant. Donc là, tu peux avoir le renseignement que tu veux. Au moment où il va voir ça, il va changer de cible. La cible, tu la connais pas. Vrai, ouais. Il va re-rentrer dans le métro, il va où? Tu cours après la souris. De l'incertitude. Exactement. Et le risque, c'est d'intégrer l'incertitude sur un chemin critique qui est trop court, avec énormément d'impact derrière. Ça serait quoi les conseils? Parce que là, tu as beaucoup d'événements qui vont se préparer au Maroc, en Arabie Saoudite, Qatar continue, les Émirats continuent. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais en tant qu'ancien exploitant dans, on va dire, la sécurisation, tu vois, d'un grand événement comme ça, par rapport à tes 20 ans d'expérience? De manière très simple et schématique, je te dirais bien connaître ses assets, son inventaire. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas protéger ce que tu ignores. Et sur l'aspect cybercriminalité et cybersécurité, vraiment se doter d'outils capables, bien entendu l'IA, parce que ça ne dort pas et le temps de réponse, c'est des millisecondes, capable de comprendre et d'arrêter chirurgicalement n'importe quelle des attaques. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas combattre ce que tu ne vois pas. Et ce que tu disais, le risque de l'invisible est immense quand tu as ce genre d'événement, parce que tu vas être sous le feu des projecteurs. Tu vas avoir beaucoup de gens qui vont te suivre parce qu'ils sont fans, et beaucoup de gens qui vont vouloir te suivre
pour faire du grabuge parce que géopolitiquement, ils ont un intérêt, ils ont un agenda derrière. Ouais. Ça me fait penser à la phrase de Usual Suspect. Le plus beau coup du diable, c'est de faire croire à tout le monde qu'il n'existe pas. Exactement. Les cybermenaces, c'est la même chose. C'est C'est exactement invisible. ça. En fait, je crois que ça n'existe pas. Et en termes de méthodo, ça serait quoi, on va dire, tes 3-5 étapes, tu vois, pour mettre en place ça à quelqu'un où, ok, demain, je dois sécuriser un gros événement, stade, ça regroupe du monde. Alors, première chose, cohésion. Mettre tous les partis pris, tous les acteurs, quels que soient les acteurs, étatiques, privés, autour de la table, pour éviter la gestion en mode... Oui, parce qu'il y a beaucoup d'intégration. Il y a beaucoup d'intégration, il y a beaucoup de cohésion. Pour éviter l'aspect, entre guillemets, isoler le problème à mon niveau. Et ce qui peut arriver à gauche ou à droite au niveau des transports ou du stade, c'est pas mon scope, c'est pas mon problème. Quand on gère ce genre d'événement-là, quel que soit le problème, même s'il est en dehors du stade et de l'événement, ça devient un problème pour tout le monde et un problème mondial. Okay. Donc la première chose, c'est vraiment cohésion entre l'ayant droit, FIFA, le pays host, donc toutes les équipes qui gèrent ça, les entités qui vont créer la bulle pour gérer l'événementiel, type Suprême Comité, bien entendu les forces de l'ordre, ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur, vraiment avoir ça autour de la table et tous les gros acteurs. Donc bien comprendre aussi c'est quoi leurs attentes à eux. Exactement, exactement, parce qu'ils sont sur une approche, eux, quand on l'a vu sur les Jeux Olympiques par exemple, le risque c'est un risque physique, c'est un risque d'attentat ou autre, le risque cyber ou technologique, l'image de marque du pays. Je ne vais pas te dire qui serait pas triste s'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui arrivait, mais voilà, c'est pas leur responsabilité. Après, c'est vrai que culturellement, en fonction des pays, il y a 3 choses en général qu'on sécurise. Tu as les personnes, les biens et la réputation. En fonction des endroits géographiques, il y en a qui vont d'abord, je protège ma réputation, ensuite mes assets et ensuite mes people. Et c'est vrai que dans d'autres, par exemple, tu prends les JO, c'était je protège d'abord mes people, ensuite mes assets et dernièrement ma réputation. C'est vraiment le schéma différent que je trouve entre le Middle East c'est exactement et le c'est exactement français. ça, sachant que de toute façon, tu sais, en termes d'intel et de renseignements, tu sais qu'il va se passer des choses. On va peut-être parler plus tard de l'aspect comme cyber, ennemi et autres, mais tu sais qu'il va se passer des choses. Pourquoi ? Parce que géopolitiquement, avec ce qui s'est passé en Ukraine, tu sais que tu vas être targeté, tu sais qu'il va se passer des choses, il y a des gros risques d'attentats. Donc pour en revenir à ta question, c'est vraiment de la cohésion. Mettre tout le monde autour de la table. Alors, premier point, cohésion. Deuxième point, mettre tous les acteurs, telco et sous-traitants dans la chaîne décisionnaire. Pourquoi ? Parce que tu as beau être le meilleur au monde, tu vas oublier quelque chose. Et je te garantis qu'après 20 ans, tu oublies quelque chose. Tu vas oublier que ce petit sous-traitant qui existe nulle part, il a un pouvoir incroyable. C'est que si lui, il ne se lève pas et qu'il ne vient pas avec ses équipes, il n'y a rien qui tourne. Ça, personne ne le sait. Donc voilà. Et après, derrière, bien sûr, c'est d'avoir la bonne approche. Comme je te disais, arrêter l'aspect, se focaliser sur l'aspect périmétral. Parce que périmétral, ça ne marchera pas quand tu veux protéger ce type d'événement et de se doter d'outils capables, comme je te disais, de détecter, de comprendre et de stopper n'importe quelle attaque en un temps record sans impacter le business. Ça, c'est clé. Pourquoi sans impacter le business ? Parce que si tu as la meilleure solution au monde et que tu as les meilleurs gars derrière les écrans dans ton SOC, ils ont détecté quelque chose très rapidement. Super job. Mais si la réponse qu'ils apportent à cet incident, c'est de mettre en quarantaine ton système de gestion de crise, la vidéosurveillance, tu te doutes bien que la réponse à l'incident crée plus d'incidents que l'incident lui-même. Exact, ouais. Si tu es dans l'oil and gas, tu es targeté par un ransomware, il voulait t'extorquer 5 ou 10 millions, tu l'as détecté, super. La seule réponse que tu as eue, c'est de mettre en carafe le serveur de production. Ton coût de perte, il a 50 millions jour. Voilà, c'est vraiment là, vraiment dissocier l'aspect risque, réponse à incident, et après, c'est derrière, c'est exercice, pour t'assurer que l'humain va gérer derrière. Parce que le second facteur, malgré la technologie, tu peux avoir la meilleure technologie au monde. Si tu n'as pas le bon humain derrière l'écran, je te dirais côté Darktrace, on le gère, puisqu'il y a 2 modes chez nous. Mode autonome où l'IA va prendre ses décisions de manière autonome chirurgicale,
et un mode qu'on appelle Human Confirmation, où un opérateur va devoir donner le pouvoir à l'IA. C'est pas noir ou blanc, donc ça peut se contextualiser en fonction des horaires, en fonction des risques. Mais si tu n'as pas la bonne personne derrière le bon écran au bon moment, c'est là où la prise de décision peut être catastrophique. Si tu m'autorises une analogie qui était malheureuse pour expliquer ça, c'est ce qui s'est passé il y a quelques années avec l'opérateur de l'armée iranienne qui a eu un écho-radar et qui n'était pas capable d'identifier au transpondeur l'avion. Donc il ne savait pas si c'était un avion civil ou un avion militaire qui se rapprochait pour bombarder. Il a eu que quelques secondes pour prendre la décision. Malheureusement, il a décidé de tirer 2 missiles et ils se sont rendus compte sur le terrain que c'était un vol de la compagnie iranienne. Donc, tu vois, avoir les outils de détection et pas avoir la bonne réponse derrière, c'est tout de suite dramatique. C'est ce on est sur la même longueur d'onde. Tout le monde n'a pas conscience à quel point cette guerre du temps est énorme pour aller vite, mais de décider juste. Parce qu'en fait, tu peux pas avoir la VAR ou la touche replay. Tu peux pas replay. C'est assez compliqué. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces échanges-là et ces explications. Ça montre à quel point en fait c'est difficile de lutter contre un ennemi invisible tout en montrant que tu n'es pas là. Donc, et en tout cas, merci parce que tu l'as montré quand tu étais exploitant, où je suis sûr que ton travail c'était de faire qu'il n'y ait pas de problème et donc que ton métier, qu'on te dise limite, Karim, tu sers à rien. Et pareil pour la cyber, quoi. Qu'on se dise, ça sert à rien. Mais en tout cas, merci beaucoup, Karim. Ravi de t'avoir reçu aujourd'hui. Merci Naoufel, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et à bientôt, j'espère. Merci à toi.